je pense aussi un des vrais freins, il y en a beaucoup, c'est que c'est des changements tellement profonds au niveau systématique, au niveau systémique, au niveau micro, au niveau macro, au niveau individuel, parce que vraiment, ça vous reflète à vous, personnellement, chacun de manière individuelle, à vos propres consommations, à vos propres systèmes de croyances, à vos valeurs, et toutes ces choses-là. Et je pense que même si, comme vous dites, il y a quand même une notion d'urgence, le problème, c'est que c'est tellement complexe et ça touche tellement d'aspects tellement différents. Je pense que c'est peut-être un des seuls sujets qui touche vraiment la société en 360. Mettons au niveau humain qu'au niveau organisationnel, que tous les niveaux. Donc du coup, c'est vrai que tous les changements doivent se faire à tous les niveaux en même temps, idéalement, et en 360. Oui, c'est un défi. Ouais, c'est un vrai défi. Ouais. C'est un défi majeur et qui va être compliqué, mais encore une fois, à partir du moment où on commence avec en tête le fait qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut être responsable, lucide, en fait, on n'a pas le choix. Il faut qu'on traite cette question, qu'on se l'incorpore, parce que si on ne le fait pas, la suite est encore beaucoup plus désagréable de tout ce qu'on pourra s'imposer en termes de modifications, à la fois au plan individuel, de groupes, familiaux, collectifs, ou ainsi de suite. Et on ne l'a pas fait jusqu'ici, mais je me permets de le faire, parce que peut-être il faut rappeler ça. On peut avoir une vie tellement agréable et tellement chouette et tellement heureuse, tout en respectant ses limites planétaires. Le, Personnellement, moi, je suis père de famille, on est très proche finalement d'une empreinte carbone de 2 tonnes par personne. Alors, on a fait beaucoup de choix qui ont modifié notre rythme de vie de façon assez radicale. Allez, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous faites? Alors, en termes d'alimentation, de mobilité, en termes de consommation en général. Donc, c'est même pas qu'on fait attention, mais il a fallu déconstruire quelque part énormément d'habitudes. Et ça a été fait de façon progressive. Renoncer à la voiture. Donc, ça fait 10 ans que j'ai plus conduit. Taxi, ça compte? Alors, le taxi est une option que je continue à utiliser. Ok, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche, parce Non, que je vous embête. je pense que alors typiquement, c'est une bonne illustration, parce que ça m'étonnerait que le fonctionnement du taxi disparaisse à long terme. Imaginer des villes sans voiture, ça m'étonnerait que le système de transport privé, pour certains besoins, à certaines heures de la nuit, quand vous rentrez de telle ou telle ville, de déplacement en train ou ainsi de suite, ou même pour certains publics, ces déplacements privés, à mon avis, il y a des chances qui perdurent. Mais renoncer à la voiture, donc de la mobilité en commun, donc ça veut dire aussi des choix de vie. On va habiter dans des endroits qui sont desservis en fonction de ses besoins. Donc ça veut dire aussi des logements plus petits. Renoncer à l'avion. Renoncer à l'avion. Donc à une époque où pourtant où je me suis beaucoup déplacé via ce moyen de transport, mais aujourd'hui je le fais de façon très très limitée. Les 3 dernières années, j'ai pris une fois l'avion parce qu'il me semblait que ça faisait sens et que ce vol-là était justifié. En fait, c'était pas pour du loisir, c'était au plan professionnel. Je savais que ma présence quelque part allait avoir un impact significatif. Et finalement, c'est se questionner sur la valeur des choses, ce que je fais, la façon dont je me déplace, sur ce que je mange, ce que j'achète, quelle est la valeur que ça a par rapport aux impacts que ça peut générer, aux consommations qu'elles ont nécessité. Et c'est de l'anticipation. Pour moi, c'est de l'anticipation. Et je trouve ça lucide. Alors, on parlait de responsabilité, mais je pense que la responsabilité, elle existe aussi en tant que parent. Et c'est mon point de vue, qui n'engage que moi. Il y a rien de normatif dans ce que je vais dire, mais j'essaye en tout cas vis-à-vis de mes enfants de ne pas les habituer à des choses qui potentiellement dans le futur vont disparaître, pour pas générer des frustrations futures. Et vous n'avez pas idée à quel point on peut être heureux en vivant à 2 tonnes par personne et par an. C'est pas du tout une limite, une barrière
vis-à-vis du bonheur, le fait d'apprécier la vie. On a une existence on peut avoir une existence qui est ultra confortable et même un petit peu bourgeoise dans la consommation de loisirs, de culture ou ainsi de suite, tout en respectant des limites planétaires. Donc voilà, on peut avoir une vie un petit peu radicale, un petit peu en décalage par rapport à des normes actuelles. Mais qui sont complètement compatibles avec du confort et des choses à transmettre. C'est un beau message. La prochaine fois, on viendra filmer chez vous pour que vous puissiez nous montrer. C'est ce qui inquiète le plus mes enfants, c'est sur les questions alimentaires, on en discute avec eux. C'est un co-construit. Justement, c'est bien de pouvoir le vivre aussi dans un niveau micro-social où on voit les enjeux de discussion. Et je pensais à mon fils qui me faisait cette réflexion la dernière fois. Lui, il était inquiété par la possible disparition du chocolat. C'est ce qui l'inquiétait. Et puis je lui ai expliqué, en fait, de toute façon, si on ne change pas nos habitudes, il y a un moment, il y a un certain nombre de cultures qui vont devenir complexes, de toute façon, pour alimenter nos marchés, nos réseaux. Donc, quoi qu'il arrive, on aura de la radicalité, en fait, à vivre et à gérer, en fait, à tous les plans et à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est encore dans l'espace-temps durant lequel cette radicalité, on peut la gérer de façon collective, et plus on attend, plus on va subir cette radicalité. Le cas Covid était un très bon exemple. On a subi énormément de choses durant le plus fort de la crise de la Covid-19, et il y a eu très peu de co-construits en termes de réponses collectives, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des États, au niveau individuel. On n'avait plus de place pour se positionner et pouvoir discuter de ces enjeux. Et aujourd'hui, on est encore dans l'espace-temps où, de façon collective, dans les entreprises, on peut la construire, mais ça ne se fera pas si on n'a pas l'appui et l'anima, la dynamique des personnes qui se placent en position de responsabilité. Et pour ça, on a besoin de discours, de signaux. Là, en économie, on a tendance à parler des signaux prix, mais on a aussi tous les signaux réglementaires, les signaux politiques qui méritent d'être mis en avant. On a besoin d'être accompagné de ces signaux et pour co-construire ces éléments et aborder cette radicalité de façon un petit peu plus apaisée. Parce que vous parlez de radicalité, tout de suite, vous faites monter des extrêmes de toute nature et toutes sortes qu'on puisse imaginer. Et je trouve que c'est un tel défi organisationnel, financier, économique. Gérer la radicalité de façon intelligente, réaliste, opérationnelle et collective, de façon apaisée. Et vraiment, je pense que c'est l'un des objectifs majeurs de ce 21e siècle. Il y a quelques années, j'avais publié un article dans Le Temps qui traitait justement de cet aspect. Et je dis, voilà, la résilience au changement climatique, c'est l'enjeu du 21e siècle. Je pense que maintenant, je rajouterais la question de la descente énergétique aussi, parce que ça s'habitue à vivre avec moins d'énergie, davantage de rupture. C'est des choses qui méritent et qui ont besoin d'être construites et accompagnées par les entreprises, par la finance. La finance a un rôle moteur à jouer sur ces enjeux. Et heureusement, on a des signaux assez positifs qui viennent de ce domaine. Si on devait conclure cette petite partie, c'est que finalement les entreprises, elles ont la responsabilité de comprendre et d'inclure cet aspect dans leur aspect opérationnel au quotidien, et c'est plus deux blocs différents, mais vraiment travailler pour que ce soit un seul et unique bloc et une direction stratégique dans laquelle on va. Et au niveau individuel, vraiment mettre les a priori, les craintes et tous les aspects stressants et anxiogènes de côté, en se disant qu'on peut finalement allier les deux côtés, les côtés un peu plus restrictifs, ou pas restrictifs, mais juste peut-être, comme vous disiez, déconstruire
toutes les notions, les valeurs, pas les valeurs, les notions et les conceptions qu'on a de certaines choses pour reconstruire de manière plus pérenne. Oui, finalement. tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, le plus inquiétant, le plus stressant, la chose qui doit faire peur à tout le monde, c'est le statu quo. S'il y a une seule chose qui doit vraiment faire peur, inquiéter, effrayer, c'est le statu quo. Ouais. Parce que le statu quo, ça signifie tout simplement, avant la fin du siècle, notre civilisation, il y a un risque d'effondrement, notre civilisation peut tomber. Et Ouais. le statu quo, c'est menacer en fait l'habitabilité de la planète Terre, tout simplement, Ouais. pour, Ça pour les tombe, humains. ça tombe bien parce que l'être humain est connu pour le fait qu'il aime bien le changement, donc on est bien parti. C'est connu. Donc voilà, le statu quo est Ouais. effrayant, pas... Mais pas alors le- moi, juste une petite parenthèse. Oui. Moi, personnellement, je veux bien faire les changements et tout, mais les bonbons et tous les autres produits aux insectes, ça va être compliqué. Vraiment, genre, je sais pas si vous êtes arrivé à là avec vos enfants, mais Non, non. ça, c'est compliqué pour le moment. Alors non, j'aurais pas fait tester encore. Mais Il y en a c'est déjà juste. sur grande surface. C'est juste. Mais pour les insectes, alors de façon plus opérationnelle, ça, justement, c'est intéressant au plan économique et financier. Vous avez des entreprises qui aujourd'hui se sont positionnées sur les protéines à base d'insectes pour l'alimentation animale. Mhm. Et là, vous avez des options, des alternatives qui font sens et qui sont des pistes d'investissement intéressantes et utiles au plan sociétal. Donc il y a des enjeux de technologie, des enjeux de changement de système, mais plutôt que vous avez des alternatives au tourteau de soja pour l'alimentation animale, et il y a des choses qui se développent dans l'alimentation pour les animaux à base d'insectes. Mais déjà, t'as davantage de graines et de Ouais, de enfin, légumineuses. des animaux qui se mangent entre eux, finalement, c'est ce qui existe depuis la nuit des temps, donc on peut pas réinventer la roue à ce niveau-là, mais bon, Voilà. pourquoi pas.